bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent. Donc, on va pas commencer en retard pour pas prendre de retard sur vos journées de consultation. Je fais les présentations de manière brève. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'avoir une petite demi-heure avec Adeline Kaino qui va se présenter après, qui est dermatologue dans la région du 37, enfin dans le département du 37. Donc, Adeline, pour la petite histoire, en fait, on avait créé sur Didoc, donc notamment la partie dermatologie. Donc, elle nous aide un petit peu à cette expertise. Et on a créé l'outil questions-réponses que vous pourrez éventuellement approfondir plus tard. Après, si vous voulez, ça vous pourrez m'envoyer des mails. Vous avez la capacité à demander justement à une experte comme Adeline un avis. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait cette semaine. On a récolté quelques avis des internautes sur les réseaux sociaux, notamment plutôt podologues, toute la partie pédicurie. Et donc, on vous a préparé un petit condensé de ces questions. Alors, Adeline ne les a pas eues en amont. C'était un peu tardif et l'envoi de ce matin n'a pas marché. Donc, ça va être du live, donc c'est très bien. Ça va vous permettre de voir un petit peu la discussion qui peut se faire. N'hésitez pas, dans l'outil questions-réponses ou converser, à partager un petit peu vos questions avec Adeline et moi, je ferai le modérateur pour lui transmettre sans souci. Adeline, je te laisse te présenter succinctement. Oui, Adeline Perrino, je suis donc dermatologue, en effet, pas loin de Tours, à Saint-Cyr-sur-Loire exactement, donc c'est la banlieue proche de Tours, en libéral, hein. J'ai mon cabinet libéral et j'avais en effet aidé au départ à la rédaction de questions sur Didoc sur la partie dermatologie. La dermatologie, je fais de la dermatologie générale, un peu de tout, en effet. Donc je suis à votre écoute si vous avez des questions et puis si on peut échanger. C'est vrai que c'est une spécialité, la dermatologie. On a pas mal à faire aux podologues aussi, hein. C'est pas mal d'échanges, hein, globalement pour tout ce qui est pied. Donc, pour le coup, effectivement, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai essayé de condenser les photos. Alors, il y a des qualités qui sont plus ou moins bonnes, tu verras. Ouais. C'est la beauté des qualités visuelles. Donc là, c'est une patiente apparemment qui souffrait. Alors, la podologue a suspecté une dyshydrose. Hum. Déjà, est-ce que toi, au niveau du diagnostic, ça te paraît cohérent? Alors, c'est pas évident. Alors, la dyshydrose, la localisation, normalement, c'est plus sur les bords latéraux des pieds et puis entre les orteils. Mais ça peut s'étendre à l'ensemble du pied sur des formes un peu plus sévères. Donc, c'est globalement compatible. Surtout, je vois que ça démange pas mal. Après, l'autre diagnostic, le diagnostic différentiel sur l'aspect un petit peu ponctué, comme ça, c'est la fameuse kératolyse ponctuée de macération. Donc, c'est difficile, là, juste sur photo, de faire la part des choses. Mais la dyshydrose est compatible. Donc, oui, ça pourrait coller, notamment des petites vésicules des squames. Après, ça peut donner tout à fait cet aspect-là. C'est possible. Donc, si c'est une dyshydrose, il faut s'assurer quand même qu'il n'y ait pas de mycose associée. C'est quand même un diagnostic à éliminer parce que la dyshydrose, c'est une forme d'eczéma qu'on traite par dermocorticoïdes. Et les dermocorticoïdes, à partir du moment où on en met beaucoup, ça a tendance à faire flamber d'éventuelles mycoses associées. Donc, en premier lieu, s'assurer qu'il n'y ait pas de mycose, en regardant simplement dans les espaces intra-orteils, vérifier qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas d'aspect macéré. Auquel cas, il faut d'abord traiter la mycose avant de traiter l'eczéma, donc par dermocorticoïdes, en sachant que la couche cornée plantaire est particulièrement épaisse. Donc, si on veut faire pénétrer un dermocorticoïde, il vaut mieux le mettre sous occlusif. Le soir, sous plastique, par exemple, sous film cellophane, pendant quelques jours, pour bien traiter l'inflammation. Donc oui, la première chose, c'est quand même vérifier l'absence de mycose et si besoin, traiter d'abord la mycose avant la partie eczéma. Et s'il y a en plus éventuellement une kératolyse ponctuée, un peu de macération, il faut essayer de trouver un traitement un peu asséchant à associer. Parce que la dyshydrose peut être entretenue aussi par l'hypersudation. Donc globalement, essayer de trouver les moyens de moins transpirer. Alors, tout dépend de la profession auprès du patient, quoi, de ce qu'on peut lui proposer. Est-ce qu'il peut être avec des chaussures ouvertes ou est-ce qu'il a besoin de poudre asséchante, ce genre de choses. Et en poudre asséchante, tu as des conseils en produits, en référence? Moi, j'aime bien Dry Foot. Je ne sais pas si vous le connaissez, Dry Foot. Alors moi, je fais plus trop de pédicurie. Alors, je vais être le mauvais interlocuteur, mais peut-être.
Mais c'est quel labo qui fait ça? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Je ne sais pas Ok, quel d'accord. labo qui fait dry En food. fait, ouais, dry foot, d'accord. Dry foot, Dryfoot. Mais ça marche bien. J'ai des bons retours avec dry foot. C'est une poudre que l'on met plusieurs jours d'affilée dans les chaussettes. Et puis après, on peut ne le mettre qu'une fois par semaine et ça entretient bien le traitement de l'hyperhidrose. Après, il y a probablement d'autres produits qui existent, mais c'est vrai que moi, j'utilise celui-ci parce que les retours sont bons. Apparemment, il y a des internautes qui connaissent, donc c'est bon. Est-ce que, est-ce qu'il est possible dans un cas comme ça de d'abord traiter la mycose et de se dire comme ça, on voit sur un traitement qui est plus doux avant d'aller sur des traitements un petit peu plus forts, ou ça n'a pas d'intérêt? Excuse-moi, j'ai pas saisi ton... Parce que, comme effectivement sur les diagnostics différentiels, des fois en dermatologie, c'est pas évident. Est-ce que là, on pourrait faire le choix de d'abord mettre le traitement antimycosique sur 2-3 semaines et de voir déjà un peu le résultat avant d'aller sur autre chose? Oui, oui, oui. Le seul risque, c'est que le patient se plaigne qu'il n'y ait aucune efficacité. Hein. Mais on prend pas de risque, en effet, à commencer par ça. C'est même quand on a un doute, c'est même ce qui est recommandé. De commencer par le traitement antimycosique. Et puis, si la personne est mécontente au bout de 10 jours parce que ça gratte toujours autant, bah, c'est là qu'on peut changer notre fusil d'épaule. Ouais. Et bien pour le coup, je te propose de passer au cas d'après. S'il y a des questions, je les intercepte au vol et je te fais part. Mais effectivement, on a une internaute qui parle de dry food, qui dit que c'est un très vieux produit, sûrement par Sud, vraiment, elle me dit, et que effectivement, c'est quelque chose qu'elle utilise. Alors là, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Nous. Euh, Là, c'est quelqu'un qui m'a dit effectivement, on voit des petites choses comme ça en pédicurie, qui sont souvent pas douloureuses, mais en fait, faut faire. Est-ce que le soin long, on peut quand même y aller franchement? Est-ce qu'il faut éviter de créer un saignement? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, ce sont des petits fibrokératomes, ça. Alors, en dehors du côté purement prise en charge podologique de ces lésions, qui effectivement saignent pas mal, il faut s'assurer qu'il y ait quand même un diagnostic étiologique qui éventuellement a été fait parce qu'il y a des maladies qui peuvent être associées à ça. Et notamment la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie génétique et qui associe d'autres signes que des signes cutanés, des signes neurologiques, etc. Donc, globalement, s'il s'agit, par exemple, d'un enfant ou de quelqu'un de jeune qui n'aurait pas forcément eu de diagnostic posé, ouais, il faut s'assurer qu'il y ait un avis médical qui ait été donné. Après, pour la prise en charge purement pratique de ces lésions-là, bah oui, pour vous, c'est pas évident en effet. C'est quand même très vascularisé. Ça se traite par laser pas mal par des dermatos qui ont des lasers adaptés. Donc, on peut déjà commencer par traiter le pourtour inguéal par laser pour dégager un peu l'ongle et puis après pour avoir une prise en charge plus facile de l'ongle. Mais je ne sais pas si vous, en pratique, vous arrivez à gérer ce genre de choses pour le coup. Bah, c'est délicat. Est-ce que, je rebondis sur le laser, est-ce que si des patients nous interpellent sur le côté esthétique, est-ce que le laser peut totalement éradiquer cela? On peut totalement les enlever, mais c'est très récidivant. D'accord. Ça Ouais, sera donc peut-être. transitoire. Non, oui, on les gère, mais souvent on n'y touche pas. Hein. On vient juste débrider autour sans effectivement prendre de risques sur cela. Ouais. Je rebondis parce que là-dessus, j'ai pas trop de questions. Par contre, il y a une question sur l'antimycosique de tout à l'heure. C'est vrai que nous, on conseille plusieurs traitements. Est-ce que toi, tu as des antimycosiques locaux qui, pour le podologue, te semblent vraiment très, très adaptés? Je préfère à choisir un antimycosique qu'on applique une seule fois par jour pour l'observance. Je trouve ça mieux. Donc, par exemple, le Fonx est pas mal, a une bonne durée d'efficacité. Donc, j'utilise assez souvent le Fonx. Et j'utilise plutôt des formes en crème pour le coup et peu en poudre. La poudre, je la réserve vraiment au traitement des chaussettes ou des chaussures, mais plutôt des formes en crème qui ont une meilleure efficacité que les formes en poudre. À éviter les poudres sur la peau directement. La rémanence est très mauvaise pour le coup. On peut faire une petite parenthèse mycose inguéale parce que ça nous concerne quand même souvent, même s'il n'y a pas eu de questions franches posées dessus. Pareil, observance plutôt quelque chose qui se pose en posologie tous les jours, je suppose.
Oui, alors la mycose inguéale, pour l'observance, oui, alors, il y a des applications quotidiennes et après, c'est plus en termes d'efficacité là qu'on est limité. Dans tout ce qui existe sur le marché actuellement, tous les vernis ont quand même une efficacité qui est relativement modeste, hein. Sauf sur des petites mycoses superficielles, juste avec les ongles qui sont un petit peu blancs, les mycoses très superficielles, là, ça peut marcher très bien, les vernis. Mais dès qu'il y a une onycholyse, dès que l'ongle se décolle et qu'il y a une hyperkératose, c'est-à-dire qu'il y a un épaississement de la tablette de l'ongle, là, les vernis ne sont pas efficaces et il faut utiliser plutôt les crèmes à base d'urée au départ. Donc, tout ce qui est Amicor, Sous pansement. Onicosette. D'accord. C'est c'est les crèmes sous pansement fermé pendant 3 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Dès que l'ongle commence à s'épaissir, à être vraiment jaune, il n'y a pas d'efficacité sans ce type de traitement. Les vernis, je pense qu'il faut vraiment les réserver soit aux mycoses très très distales, soit aux formes vraiment superficielles, c'est-à-dire cet aspect un petit peu très très blanc en ponctué en fait qu'on voit parfois sur les ongles. D'accord. Ouais, super. Après, j'avais une autre proposition. Alors là, pour le coup, les photos vont être un peu moins de qualité, mais je pense que ça peut être intéressant quand même. Sur un petit garçon, voilà, de 5 ans, donc, qui revenait de vacances. Donc, je sais pas si ça peut t'aider. Donc, il y avait des petits boutons sous le pied, donc qui ont été débridés. Là, on voit par ma consoeur. Hein. Pas de douleur, ni à la pression ni au pincement. Alors, elle a traité avec de la titrie, avec un petit virucide comme si c'était une virus. Alors, elle n'a pas eu de retour à la maman, donc voilà. Mais est-ce qu'effectivement, cette forme-là, ça peut être des verrues ou est-ce qu'on est plutôt sur des diagnostics différentiels qui peuvent être autres? Oh, ça me va bien, moi, le diagnostic de verrue. C'est ce que j'aurais évoqué aussi en premier lieu, là, sur ce que je vois sur la photo. Alors, en effet, elle est un petit peu floue, mais l'aspect punctiforme ou bien localisé comme ça, alors il y en a 3, 4, mais oui, oui, je pense que ce sont des verrues, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et puis, Alors, Portugal, je vais c'est quand ouvrir. même pas un pays tropical, on n'a pas trop de filariose, de parasites qui posent trop de problèmes quand même là-bas. Et je vais poser un grand débat parce que je l'ai souvent avec mes patients et je sais qu'on l'a déjà eu ensemble dans l'échange parce que ça m'intéresse énormément dans le conseil pour les patients. Quel traitement pour les verrues? Quel traitement, grand débat, comme tu dis, toujours grand débat. Soit rien, hein, moi c'est l'attitude actuelle plutôt quand même recommandée, soit rien si c'est pas douloureux, s'il n'y a pas de gêne, s'il n'y a pas de demande, on peut tout à fait ne rien faire du tout et surtout chez l'enfant, notamment à 5 ans, c'est un âge où le système immunitaire il est quand même assez efficace, donc les verrues partent, alors dans des délais qui sont variables, qui peuvent être de quelques semaines à des fois plusieurs années malgré tout, mais si c'est pas gênant, on peut tout à fait laisser des verrues plusieurs années sans que ça pose problème. Le côté contagion, risque de dissémination, tout ça, c'est pas très, ça tient pas tellement parce que le virus, le papillomavirus, il est partout de toute façon. Et qu'une verrue, si on ne la gratte pas, si on la fait pas desquamer, il n'y a pas tellement de virus qui se baladent. Donc, on peut tout à fait laisser des verrues qui ne sont pas gênantes pendant plusieurs années. Et c'est pas grave. Après, s'il y a une demande ou une douleur, on peut essayer des traitements. Mais là, les traitements locaux virucides me vont très bien. L'idée étant de ne pas être trop invasif, surtout chez les enfants, encore une fois, donc éviter les traitements douloureux comme l'azote liquide ou les cryopharma qui sont vendus, qui peuvent être douloureux et qui peuvent après les dégoûter de toute prise en charge s'ils en ont vraiment besoin à un moment. Donc les virucides type duofilm, Kérafilm ou les petits patchs transversides par exemple, ça marche pas trop mal, pas tellement mieux que le reste ni moins bien, mais ça peut permettre de passer le cap d'une verrue douloureuse et ça peut suffire en fait. Est-ce que les huiles essentielles, quelque chose que tu conseilles, est-ce que tu as des résultats? Alors, franchement, honnêtement, je ne les utilise pas. Je suis pas forcément contre. Je me méfie un petit peu, notamment du titri, hein, qui est quand même un perturbateur endocrinien. On en parle quand même beaucoup de ça, hein, de ces problèmes-là avec un certain nombre de topiques qu'on utilise. Et les huiles essentielles sont quand même bien placées pour être des bons perturbateurs endocriniens pour certaines, et notamment l'huile essentielle de titri. Donc, j'évite. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à traiter, donc je ne vais pas utiliser un produit qui n'est pas forcément très utile et qui peut avoir quelques effets secondaires, enfin quelques effets secondaires.
Si on en utilise vraiment beaucoup, c'est quand même relativement limité. Mais non, j'utilise peu les huiles D'accord. essentielles. Alors, en Est-ce que, revanche, ouais, excuse-moi, je vais juste pour les huiles essentielles, elles ont une vraie action antiseptique et antimycosique quand même, hein, qui est pas nulle. Donc il y a des intérêts, mais je trouve que voilà, il y a d'autres produits qui peut-être sont finalement moins naturels, mais qui sont peut-être moins délétères aussi. d'accord, ça pour le coup, alors je connaissais pas ces possibles effets perturbateurs endocriniens. On utilise aussi, nous, beaucoup en podologie des équivalents ou des produits, tu sais, ce qu'on appelle la pommade du docteur Jouille. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est. C'est une pommade qu'on va appliquer sous pansement occlusif. Ça, on peut l'appliquer même sur un enfant. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Oui, en faisant attention parce que la peau étant moins épaisse, forcément, on va avoir des effets tout de suite beaucoup plus importants. Donc pas tous les jours là pour le coup, peut-être en le faisant qu'un jour sur deux ou même 2 fois par semaine. En Oui, limitant. généralement. Ouais, c'est ce que Bon, vous après, faites. chacun a ses petits protocoles, hein, chacun a ses petits protocoles, mais généralement, c'est pas tous les jours. Hein. Quand on utilise des pommades comme ça va facilement être espacé de 3 à 4 jours facilement, surtout sur un enfant. Enfin, de Ouais. moi, ce que je faisais à l'époque, et je vois mes confrères qui ont l'air de faire. Après, chacun a ses petits protocoles personnalisés après. Mais l'huile essentielle serait intéressant. J'essaierai de trouver un interlocuteur parce que c'est vrai que je pense qu'on a une méconnaissance de certains effets bénéfiques et des contre-indications possibles des huiles essentielles. Donc ça pour parfait. Alors là pour le coup, j'ai pas de texte, mais on m'a envoyé ces photos là. D'accord. Euh, Là comme ça en termes de qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit pour cela? Alors moi là-dessus, je Ah, pensais, hop, excuse-moi. non, je t'en prie. Une dermatose plantaire juvénile comme ça. Ça me fait évoquer ça en premier lieu, cette desquamation avec la pulpite, la desquamation pulpaire très importante. Et puis bon, ça dépasse les pulpes là, ça va vraiment au-delà des orteils. Je sais pas quel âge a mais ça a l'air d'être quelqu'un Alors, de plutôt jeune quand même. ouais, je me permets de regarder celle d'après parce que ça se trouve, ouais, je pense que c'est la même. Voilà, donc je pense Ouais. que j'ai mal pris mes photos. Je pense que c'est le même cas. Tu vois ce qu'on voit sur le quatrième orteil du pied droit, on voit la petite rougeur. Et donc, je pense que c'est celle-ci qui est en photo ici qui va revenir. Donc, pour le coup, je vais relire le texte pour situer le débat. C'est une jeune fille de 13 ans, donc il y a des flictènes, tu vois, sur l'ensemble des pieds. Voilà. Apparemment, là, pour la patiente, c'est pas grand-chose. Ça arrive des fois que ce soit beaucoup plus important. C'est été comme hiver. Ma consoeur ou mon confrère avait enlevé tout ce qui est souci de lessive, voilà, tout ce qui est chaussage. Elle avait conseillé les semelles parce qu'effectivement, elle disait que le papa était lassé du shopping médical sans réponse. En fait, des fois, on a des parents qui cherchent une réponse et donc ils sont un petit peu perdus. Donc là, sur un cas comme ça, la conduite à tenir. Alors, encore une fois, effectivement, il faut poser déjà un diagnostic. Donc, dermatose plantaire juvénile, pourquoi pas? Après, c'est vrai que quand on voit l'autre photo que tu as mis après avec la bulle qui est quasiment hémorragique, on pourrait se poser la question de savoir si elle n'a pas une dermatose bulleuse auto-immune ou congénitale, pourquoi pas. En tout cas, en fait, globalement, des ampoules au moindre contact. Donc c'est pareil, il faut creuser un petit peu l'interrogatoire et puis voir un petit peu ils ont vraiment consulté, s'ils sont allés loin dans la démarche diagnostique. A priori, ils ont l'air d'avoir vu pas mal de médecins, donc je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué. Mais les les épidermolyses bulleuses comme ça superficielles, donc ça, c'est vraiment des décollements superficiels, au moindre frottement, c'est embêtant et malheureusement, on n'a pas grand-chose, enfin en tout cas, on ne peut pas traiter la cause parce que ça peut être des fois congénital. Et là, c'est vraiment une prise en charge symptomatique. Alors c'est pareil pour la dermatose plantaire juvénile, sauf que c'est bien meilleur pronostic puisque la dermatose plantaire juvénile, ça finit par s'améliorer avec le temps spontanément. Mais pendant quelques années, les jeunes comme ça peuvent avoir des desquamations très importantes avec des décollements. Oui, adapter le chaussage, les appuis, c'est une bonne idée parce que s'il y a une petite cause de frottement quand même, ça peut améliorer les choses. Et puis des crèmes cicatrisantes, pourquoi pas des petits pansements colloïdes sur des zones comme les orteils pour limiter le frottement davantage, pour aider la cicatrisation. Après, pour la partie plantaire,
J'avoue que c'est pas évident. Donc là, en fait, on gère vraiment tout ce qui est symptômes, mais Ouais. sans pouvoir à cause. Sans pouvoir traiter la cause, parce que ce soit encore une fois la dermatose plantaire juvénile, c'est idiopathique et ça finit par passer tout seul, mais il n'y a pas de traitement pour que ça s'arrête. Et si c'est une épidermolyse bulleuse, qu'elle soit auto-immune ou congénitale, il n'y a pas vraiment de traitement. L'auto-immune, on peut donner des traitements lourds si vraiment il y a une cause auto-immune, mais ça, c'est par prise de sang, on peut chercher des anticorps, etc. C'est pour ça qu'après, faut qu'il y ait une vraie consultation, une vraie démarche diagnostique là pour le coup. Je dis ça sur la photo que je vois là de l'orteil parce que sur la photo précédente, c'est moins important quand même, à part le petit orteil qui décolle quand même pas mal. Mais ça, on voit ça dans des dermatoses plantaires juvéniles quand même. En fait, apparemment, ce qu'elle disait, hein, c'est que apparemment sur les photos, il n'y a rien pour la jeune fille, mais que les cloques pouvaient être énormes d'après elle. Donc en fait, il faudrait presque attendre sa fin de croissance, on va dire, le temps que voir si effectivement après on fait les recherches auto-immunes. Non, bah non, autant le faire d'emblée directement pour le coup. C'est pour ça que je ne sais pas où en sont leur démarche médicale, mais non, sans attendre pour faire le diagnostic différentiel. Finalement, la dermatose plantaire juvénile, ça va être le diagnostic d'élimination. S'il n'y a rien d'autre, on va finir par faire ce diagnostic-là, mais il faut d'abord chercher l'épidermolyse bulleuse. Bah, pour le coup, on n'a pas dit qu'il allait voir un dermatologue. Donc là, le premier conseil, c'était déjà de consulter un dermato pour faire ces recherches-là et puis investiguer là-dessus. Ouais. Alors, il y a une question, urticaire retardée à la pression? Non. L'urticaire, ça donne des œdèmes, des rougeurs, ça peut vraiment donner des gros œdèmes avec des gonflements, mais pas des décollements comme ça. Donc, ça colle pas trop sur le diagnostic. Très bien, bah, on va pouvoir passer à celle d'après. Oula, j'ai beaucoup de textes là. En fait, ça, pour le coup, je crois que je crois qu'on l'avait mis sur le staff, sur Didoc peut-être. C'est des érésipèles, comme on voit souvent, notamment sur les personnes âgées. Donc, la question, c'est surtout déjà pourquoi elle fait régulièrement des érésipèles. Est-ce que effectivement, il y a des choses qui vont favoriser ces érésipèles? Est-ce qu'il y a des crèmes qui vont être vraiment optimales pour des personnes âgées présentant ces signes cliniques? Alors, attends, je finis de lire le texte. Provoquer Non. qu'il n'y a pas de plaie. Oui, je crois qu'effectivement, on l'avait vu ça, oui. Alors, les érésipèles à répétition créent des désordres de la circulation lymphatique à force. Même dès un premier épisode d'érésipèle, la circulation lymphatique est endommagée et cette altération de la circulation lymphatique peut faire le lit de récidives plus faciles. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une hygiène irréprochable quand on a eu un érésipèle après, et notamment de dépister le moindre signe d'intertrigo mycosique interorteil pour le traiter tout de suite. Donc ça, c'est hyper important. S'il y a la moindre plaie, il faut effectivement désinfecter, bien nettoyer, bien sécher. Et on peut expliquer le fait que le pied soit plus sec parce que justement la circulation lymphatique est moins bonne, donc il y a des troubles trophiques qui s'installent après quand on a eu plusieurs érésipèles. Alors voilà, après c'est vraiment des conseils simples, hein, de bon sens, que la peau soit propre, soit sèche, qu'il n'y ait pas de plaie, et puis hydratée, simplement, ça permet aussi d'éviter les micro-coupures, donc un émollient tout simple, ça suffit. Mais s'il y a un lymphœdème, en revanche, il est souvent recommandé d'y associer des contentions, des chaussettes ou des bas de contention. Ça permet de limiter les soucis trophiques aussi. D'accord. Bon, on passe pour le coup. Ça, c'est une patiente de 7 ans qui fait du foot, qui a des crevasses effectivement au pied avec des localisations qui sont bas. Alors assez surprenante, oui et non. C'est-à-dire sur un footballeur, c'est des localisations qu'on a quand même assez régulièrement. C'est vraiment dû à la pratique sportive. Donc elle avait essayé pas mal de choses comme l'aloe vera, le tulgras, la crème. Est-ce qu'il y a déjà des causes qui n'ont pas été un petit peu déterminées et puis en traitement après ce qui peut se mettre en place? Non, sur la photo, ça fait là pour le coup assez typique des dermatoses un peu de frottement et sur pied sec, hein.
des petites fissures, des petites crevasses, ça c'est pas inquiétant et il n'y a pas de bilan en particulier à faire là-dessus. Oui, des émollients. Alors, chez les enfants, c'est toujours plus difficile de mettre de l'urée, mais on peut mettre des émollients avec un petit peu d'urée. Je pense que ça serait peut-être plus hydratant que juste des pommades grasses. Des crèmes avec 5 à 10% d'urée, peut-être pourraient éviter que ça desquame et que ce soit plus douloureux, parce que j'imagine que là, c'est un peu sensible au niveau de l'orteil. Mais ça, pour le coup, on a souvent des pages. Moi, je m'occupe de beaucoup de sportifs, on a souvent ces genres de choses-là. Ça peut des fois être assez handicapant, vraiment. Et c'est vrai qu'au niveau des semelles, alors parfois, on vient effectivement avec une semelle essayer d'avoir des matériaux qui permettent de limiter, mais avec un résultat qui peut être plus ou moins quand même modéré. Et des fois, on a du mal à les faire cicatriser parce que comme ils continuent à jouer, on a du mal à faire cicatriser. Donc plutôt tout ce qui est à base d'urée, 5 à 10%, t'as dit. Ouais, c'est ça. Pour l'enfant, 5 à 10%. Pour les adultes, plus fort, hein, 10 à 30% d'urée. Mais ça marche bien quand même pour hydrater. Parce que l'avantage de l'urée, c'est que ça va vraiment fixer l'eau et ça va pénétrer la couche cornée, alors qu'une pommade grasse, ça va envelopper. Mais tu n'auras pas de vraie hydratation de la couche cornée, en fait. Alors pour rester sur les choses pratico-pratiques, moi aujourd'hui, une pommade à 5 à 10% d'urée, je sais pas quoi conseiller. Est-ce que c'est des préparations qu'il faut faire en pharmacie ou est-ce qu'il y a des marques, des... Il y a des marques, il y a Eucérine et SVR qui font des crèmes à l'urée. Après, il y a des préparations aussi, mais globalement, c'est Eucérine et SVR qui font des crèmes à l'urée. Ils ont leurs crèmes toutes prêtes à 10 et 30%. Eucérine, ils en ont une à 5% aussi. Et puis après, D'accord. sinon, si on veut modifier la concentration d'urée, on peut faire des préparations, oui. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'en ai plus. Donc pour le coup, donc c'était vraiment histoire de faire une petite demi-heure de dermatologie avec toi, Adeline. En fait, l'idée, et je le dis souvent, c'est pour ça qu'on avait créé ça avec Adeline. Et moi, c'est vrai que Adeline, pour faire témoigner, moi j'utilise beaucoup euh, l'expertise d'Adeline dans Didoc, parce que dans Didoc, donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez un outil de questions-réponses où vous pouvez en fait déposer vos photos et faire ce qu'on a fait aujourd'hui. En fait, ça va après directement à Adeline et Adeline après dans la semaine elle est très très réactive beaucoup en fonction de son agenda. Mais franchement à chaque fois moi elle a répondu à une vitesse incroyable et ça permet en fait sur des patients où des fois effectivement ils sont un petit peu perdus. Moi par exemple je suis dans l'Ouest où le dermatologue malheureusement des fois il y a 4 à 6 mois d'attente. Ça permet au moins de dire aux parents ou des conseils ciblés ou alors dire oui là il faut consulter un dermato ou alors non pas besoin, rassurez-vous, il faut attendre. Voilà. Ça permet au moins dans l'orientation d'être précis et c'est très très apprécié. Est-ce que tu voulais dire certaines choses, Adeline? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu vois au niveau de la pédicure podologie, des choses où tu veux nous conseiller ou nous... Non, ce que je dirais juste, c'est qu'effectivement, on a quand même tous. Alors, je ne sais pas, vous en podologie, hein, quels sont vos soucis? Nous, on a un vrai problème d'accessibilité des patients à notre spécialité actuellement. On est clairement pas assez nombreux pour assurer tout. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à travailler de cette façon, à travailler un peu en contact. Et il faut pas hésiter déjà, soit par ce type d'outils à poser des questions, mais même, je pense que dans chaque région, on peut avoir des interlocuteurs et c'est bien de pouvoir s'envoyer des mails ou s'envoyer des photos et dans un sens comme dans l'autre, hein, parce que moi, de temps en temps, je demande des conseils aussi et j'ai besoin d'aide et c'est bien de pouvoir communiquer. Je pense que de plus en plus, on va être obligé de le faire de cette façon. Sans demander aux gens directement de prendre des rendez-vous qui sont en effet souvent très très difficiles à obtenir. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter. J'ai une question qui arrive, donc n'hésitez pas pour les dernières questions après qu'on puisse libérer Adeline pour ses consultations. J'ai une question de Cécile qui me dit les patients peuvent-ils consulter un dermatologue en première intention ou est-ce qu'il faut passer par le médecin traitant pour le parcours de soins? Alors, on fait partie en effet des spécialités qui sont dans le parcours de soins. Donc, en théorie, oui, il faut un adressage par le médecin traitant. En pratique, pour les moins de 16 ans, il n'y a pas de parcours de soins, il n'existe pas. Pour autant, nous, dans notre pratique courante, on demande qu'un médecin traitant soit intervenu en tout cas pour les demandes d'urgence, parce que souvent les gens veulent être vus plus vite que les autres. Et pour ça, on demande qu'il y ait un adressage, oui, par le médecin traitant d'abord. Donc, c'est souvent mieux quand même, globalement. Après, je pense, et nous, on fonctionne comme ça,
C'est-à-dire que c'est adressé par un professionnel de santé qui n'est pas médecin. Sur une demande justifiée, on le verra sans problème. Bon, alors là, je confirme parce que à l'époque où je faisais la pédicurie sur les ongles incarnés, et des fois, je voyais qu'il y avait besoin, notamment, moi, je conseillais parfois, alors, je sais pas si t'es pour, mais la phénolisation. Et c'est vrai que là, moi, je prenais les photos, j'envoyais un compte rendu et vous preniez en urgence, en raccourcissant ce parcours de soins. Je pense que, comme tu as dit, la communication fait que le parcours de soins peut être raccourci quand on est professionnel de santé, même si on n'est que paramédical, on peut, avec le médical, venir justifier une prise en charge plus rapide. Complètement. Alors, ça se justifie complètement. Et je suis d'accord avec toi, notamment pour les ongles incarnés, ça fait quand même horriblement mal. La phénolisation, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. Non, non, mais tout à fait, il ne faut pas hésiter à soit passer un coup de fil, soit à envoyer un mail comme ça. Et au contraire, nous, on préfère avoir des demandes de personnes qui ont réfléchi sur un cas et qui ont une vraie demande plutôt que des gens qui viennent avec un courrier de médecin traitant et alors qu'ils ne l'ont pas vu et ils ont juste une lettre disant Hum. consultation dermato, hein, c'est beaucoup plus justifié pour le coup. Et je vais t'embêter avec deux autres questions, une de ma part et après une de Marie-Laure. Je vais faire exprès pour voir si la communication doit être améliorée entre nos deux professions. Est-ce que quand tu as un ongle incarné qui est léger, avec effectivement des choses qui peuvent se traiter par notre corps de métier, est-ce que l'orthonixie, c'est des choses que tu vois? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais les bénéfices? C'est le fait de mettre des petites prothèses, c'est ça, un guéal pour. Allez, des petits fils en titane. Ouais. Alors, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, les ongles incarnés, mais pour avoir entendu des collègues qui en font beaucoup, sur le moment, ça rend service, mais sur le long terme, je crois que c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire qu'il y a une récidive. Dès qu'on arrête, finalement, ça récidive. L'ongle en pince, il revient, l'incarnation, elle revient. Mais ça peut permettre de passer un cap, en tout cas, oui. D'accord, c'est quand même quelque chose qui est connu dans votre profession. Comment? C'est quand même quelque chose qui est connu dans votre profession. Oui, 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 oui. Donc la question de Marie-Laure, à quelle vitesse se développe un mélanome plantaire? Pour la plupart, très très lentement. Les mélanomes, ce qu'on appelle acrolentigineux, les mélanomes des extrémités sont d'évolution pour la plupart du temps très lente. C'est au départ une petite tache qui ressemble pas à grand-chose et qui va se développer petit à petit, s'étendre de façon très superficielle, très lente. Mais il y a des formes qui peuvent être beaucoup plus rapides, c'est comme dans tout, hein. Il y a des formes très rapidement progressives avec souvent ça se manifeste par des nodules en fait directement, des petites tumeurs, des petits bourgeons qui ressemblent à des bourgeons charnus ou des botryomycomes, hein, qui peuvent évoluer très vite. Mais la plupart du temps, c'est une petite tache qui évolue très très doucement. Et le mélanome de l'ongle, c'est pareil, c'est souvent une pigmentation de l'ongle qui apparaît progressivement et qui est très trompeuse parce que du coup, les gens le connaissent depuis tellement longtemps qu'ils ne consultent pas en se disant que c'est rien, ils ont ça depuis toujours et ça ne pose pas de problème. Mais en fait, il y a une évolution progressive qui fait que ce n'est pas tout à fait normal. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour les dernières questions. Mais voilà, moi, c'est vrai que avec Adeline, pour la petite histoire, en fait, elle travaille avec Guillaume Durand, qui est mon associé donc sur Didoc, qu'on se connaît pas très très bien avec Adeline, on s'en connaît qu'une ou deux fois. Mais en fait, j'ai vraiment toujours plaisir d'échanger sur Dermatos. Vous voyez, c'est pour ça que je suis très content qu'elle soit dans le staff de Didoc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Donc, et je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux des podologues des questions sur la dermato. Et souvent, effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens dans les réponses de mes confrères, parce que chacun, je te dis, a ses petites recettes. Et moi, maintenant, je le fais plus du tout. Je passe toujours par toi parce que voilà, ça me permet de moins m'égarer, je pense. La dermatologie est un domaine où moi j'ai beaucoup de difficultés. C'est vraiment pas simple. On peut vite s'égarer. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions qui sont aussi simples que complexes à Adeline pour que vraiment vous puissiez après répondre au mieux aux patients. Et on parlait du parcours de soins tout à l'heure, et faire en sorte que le parcours de soins pour le patient soit le plus court possible et qu'il n'y ait pas ce shopping médical qui est souvent dû à une mauvaise orientation du patient. Donc c'est vraiment là-dessus que effectivement moi je voulais conclure un petit peu ce webinaire. Adeline, tu veux conclure par autre chose? Je te laisse finir. Eh bien, écoute, d'accord. Non, ben, écoute, moi, je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir échanger aussi comme ça, d'avoir des photos, d'y répondre. Alors, comme tu disais, j'aime bien répondre aussi quand je reçois des petits mails et puis avec des photos et pouvoir donner un avis ponctuel.
Mais je reviens encore une fois sur les échanges et puis il faut vraiment pas hésiter encore une fois à ce que ça se fasse directement entre nous sans forcément le passage d'un médecin généraliste entre le parcours des soins, c'est quelque chose de purement administratif. Alors, en théorie, oui, on l'a, mais j'insiste sur le fait que vous pouvez tout à fait, vous avez la légitimité pour adresser des patients à des dermatologues. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, merci beaucoup en tous les cas, Aline, de nous avoir consacré ton temps et ton expérience. Voilà, donc il y a Marie-Laure qui dit que c'est une excellente idée les sujets dermato et que qu'on a le droit à la prescription aussi nous en tant que pédicure podologue sur certains produits. Et donc c'est vrai que il faut aller dans ce sens-là mais il faut bien connaître les produits. Et c'est vrai que je pense dans notre formation des fois cette connaissance on l'a pas tout à fait. Donc on pêche peut-être un petit peu là-dessus pour vraiment pouvoir prétendre à ça. Bon, en tous les cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Le replay sera disponible dans la semaine, sans problème. Et puis, merci beaucoup, Adeline, de ta présence.